Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Sans Limite où on parle de sport d'endurance, de triathlon et de tout ce qui s'y rapporte. Le fil rouge de cette série est de parler avec mon pote Sébastien Sayoun de nos entraînements, de notre actualité en tant qu'athlète amateur au cours de la saison, mais aussi de l'actualité du triathlon de manière générale avec les grosses courses qui auront lieu et de commenter un petit peu tout ça en vous partageant notre avis d'amateur éclairé. Dans la seconde partie du podcast, on répond aussi à toutes les questions que vous nous avez posées en réponse à nos stories sur Instagram que l'on poste avant chaque épisode en rapport avec le triathlon, que ce soit niveau entraînement, course, nutrition, hydratation, matos, enfin bref, en gros tout ce qui vous intéresse en rapport avec ce sport. On met vraiment beaucoup d'énergie pour vous proposer ces épisodes et en échange, la seule chose qu'on vous demande et qui ne vous coûte absolument rien est de nous laisser une petite note 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter et un petit commentaire sympa. C'est pas grand chose pour vous, mais pour nous ça nous aide énormément à faire connaître le podcast et donc à le développer pour vous proposer davantage de contenu par la suite. Allez, merci par avance et je vous souhaite une très bonne écoute. Bon, salut Seb, comment ça va ? Salut amigo, ça va bien et toi ? Ça va, ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé. On a eu un gros break cette fois-ci. C'est ça, mais la dernière fois on avait l'excuse de l'été, là cette fois je sais pas ce que c'est l'excuse, mais on avait des trucs à préparer, on avait des courses à préparer, voilà, c'est pour ça. Et ben justement, commençons. Comment ça s'est passé de ton côté ? Bah écoute, moi récemment il y a eu deux courses en fait. Bon, la première c'est pas vraiment une course que j'ai plutôt accompagné un pote Tristan sur le Norseman. Donc ça c'était début août. Et en fait je me rends compte que ça fait quand même déjà un petit moment que c'est passé. Ça passe super vite et franchement c'était top. J'ai publié la vidéo il y a pas très longtemps. Faire la course comme athlète c'était vraiment génial parce que et en plus c'était la première fois vraiment que j'allais là-haut. Donc c'était assez ouf, mais t'es vraiment comme dans une course normale, t'es dans ton truc. La différence, c'est clairement que le cadre il est exceptionnel. Il y a quand même une grosse appréhension parce que voilà, tu dois te jeter d'un bateau dans un fjord et il fait quasiment nuit. Le fjord il fait je sais pas combien de profondeur, tu sais pas ce qu'il y a là-dedans. Donc il y a toutes ces choses-là. Après il y a le dénivelé sur le vélo, sur la course à pied. Il y a la météo. Donc c'est vraiment particulier. Et du coup, ça donne ce côté un petit peu spécial à l'expérience, mais surtout ce qui fait que c'est spécial, c'est que tu as une équipe de support qui t'accompagne. Et en réalité, quand moi j'ai fait partie de cette équipe de support, tu vis la même aventure, mais tu la vis vraiment différemment. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de petits moments de partage, de petits moments d'échange, parce que t'es pas juste là sur ta course en train de pousser, en train d'essayer, tu vois, de performer. Il y a quand même quelques temps morts, même s'il y a quand même pas mal de choses à faire et ça va relativement vite. On voit pas vraiment le temps passer en réalité sur la course, mais je me demande au final si j'ai pas plus kiffé être support qu'être athlète sur cette course-là, parce que ouais, franchement c'était vraiment une super expérience. J'ai quand même dû bouger un petit peu sur la fin parce que tu sais sur les 17 derniers kilomètres t'as quand même on va dire 1800 mètres de dénivelé positif, donc c'est... Ça fait une belle petite balade quand même. Je pense que c'est en cumulé tout ce que j'ai dû monter dans ma vie en course à pied. Et les derniers 4-5 kilomètres, là c'est vraiment la partie la plus difficile. Donc c'est vraiment sur la montagne, c'est de la roche, c'est un terrain qui est vraiment pas facile. En plus avec la pluie, le vent, le brouillard, c'est super glissant. Mais c'est vraiment un truc à faire une fois. Donc je te conseille et je t'encourage même à y aller. C'est pas facile. C'est dans la to-do list. Mais C'est ça dans la vaut to-do la list. peine. Ouais, c'est quand tu m'avais raconté ton expérience la première fois, ça m'avait fait rêver. Et comme tu m'avais expliqué, c'est au-delà. Bon, on oublie un peu le chrono, même si on va quand même pour avoir ce fameux t-shirt noir. Mais en tout cas, pour être sélectionné avec le t-shirt noir. Mais c'est vraiment l'expérience, le paysage et ouais, je pense que c'est l'expérience et le paysage. Vraiment. Tu m'avais dit quelque chose qui m'avait marqué et que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'en fait tu sors du chrono. On a l'habitude de bien dans les courses qu'on fait, on a l'habitude de regarder un temps et là en fait c'est pas le temps que tu regardes et en plus tu me disais que la course c'est 250 personnes.
Donc, on se sent pas. Il n'y a pas le même entrain à se dire je vais être le premier. Non, là c'est vraiment tu vas profiter d'une expérience. Comme tu l'as cité, attends, tu sautes d'un bateau la nuit, dans une eau à 15 degrés. Il fait froid. Sur le parcours vélo, il peut neiger, il peut faire beau, il peut pleuvoir. Bon, c'est autre chose. Mais en termes d'expérience, c'est vraiment quelque chose qui me botte. Non, ça a rien à voir. Et comme tu dis, en fait, bah, en fait, je me souviens de ce que j'avais dans la tête quand j'y suis allé, c'était, je voulais le t-shirt noir. Je voulais monter en haut. En fait, c'est même pas le t-shirt noir, c'est que je voulais arriver en haut. Après, bon, il y a eu la météo qui a fait que j'ai pas pu arriver en haut, quand même le t-shirt noir. Mais c'était un peu l'objectif. C'était pas faire un temps particulièrement, parce que voilà, sur ce genre de parcours, de toute façon, c'est pas le but. Euh, Généralement, je doute pas de mes capacités à faire quelque chose, mais là, quand même, vu que de l'extérieur, tu vois, ça a l'air d'être une course qui est quand même super vénère. Il y a quand même, tu vois, enfin, j'y étais allé en mode vénère, quoi. Je me suis pas promené. Tristan, il avait une approche différente. Je sais qu'il s'est arrêté à chaque fois qu'on l'a croisé pour soit changer de vêtements, soit manger quelque chose, boire quelque chose. Moi, je prenais les trucs au passage. Je me suis pas arrêté une seule fois et vraiment, j'étais en mission. Mais malgré ça, ouais, je pense que au final, tu fais vraiment abstraction du chrono. À partir du moment où tu es voilà, dans les 160 premiers, de toute façon, c'est potentiellement gagné pour l'accès à la montagne si la météo le permet. C'est clair, c'est Et clair. c'est ça qui est assez différent par rapport à une course normale. Donc écoute, ça c'est vraiment un truc à faire. Et récemment, plus récemment, mais c'est pareil, maintenant ça commence à faire un petit moment aussi, c'était l'Ironman Maryland, pas très loin de Washington, petite ville qui s'appelle Cambridge, perdu un petit peu au milieu de nulle part. Celui-là, il était pas prévu à la base dans le calendrier. Je l'avais rajouté suite à mon crash au Texas, histoire de faire quand même quelque chose en fin d'année, et me mettre un petit peu un objectif avant mon Ironman que j'ai en Australie dans un mois maintenant, un petit peu moins d'un mois même. Et en vrai, il était très sympa. C'était un petit peu inattendu. La nage, bon, il y a des méduses. J'ai bu la tasse. J'ai été malade après sur le vélo. Donc ça, je peux pas te dire que ça s'est ultra bien passé, mais en vrai, c'est pas des méduses qui sont trop vénères. C'est juste dégueulasse. Mais ça se fait. Le vélo, franchement, il est pas mal. La route, elle est plutôt correcte. Il y a juste un petit passage en gravier et tout qui est pas ouf, mais sinon, franchement, c'est pas du tout dégueulasse. Il y a un petit peu de vent sur une portion que tu as de face pendant assez longtemps, mais ça reste quand même un vélo que tu peux faire assez rapidement. Et la course à pied, bah, c'est 3 tours. Pas mal d'ambiance, il n'y a pas énormément de virages finalement, donc c'est plutôt cool. Moi, ça s'est pas super bien passé parce que voilà, petit vomito sur le vélo pendant 5 minutes. Ouais, après, le corps, il a pas suivi. C'est ça, impossible de se nourrir. Et sur la course à pied, bah, j'ai pu me nettoyer un petit peu avec du coca. Ça marche toujours. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont mal au bide, si vous arrivez jusque-là, avalez du coca. Le Enfin, coca, c'est n'hésitez pas. c'est le secret. Et après, j'ai pu reprendre un peu de nutrition pour quand même finir voilà, décemment. Et du coup, ça m'a fait, ouais, j'ai fait ça en 10 heures. C'est 1 heure de trop, minimum. Mais quand même, Ouais. ça c'est fini. Et en vrai, après le Texas, c'est quand même assez cool de finir une course et de voilà, repartir sur une bonne note pour le dernier bloc en fin d'année, quoi. Et le dernier bloc en fin d'année, c'est quand? C'est le 7 décembre, c'est l'Ironman Western Australia, c'est au sud de Perth, et ça va être assez cool. Je pense que celui-là, pour le coup, il va vraiment être rapide. Si je me fais pas bouffer par un requin pendant la natation, Alors, là, pour le coup, reste dans le pack. N'essaie pas de nager en premier. Une fois que tu es au milieu du pack, le requin, il aura peur. La règle ne ouais, soit c'est pas ça. isolée. C'est tout. Parfait. Bon, bah ça c'est bon. Je vais essayer de rester du coup au milieu des gens. Et après, je pense que natation, enfin vélo et course à pied, c'est quelque chose qui doit être assez rapide. Donc là, je fais une petite adaptation à la chaleur pendant les entraînements et après avec des bains, histoire d'essayer de maîtriser un petit peu ça, parce que je pense que il va pas faire super froid là-bas. Ça commence à être l'été, donc cette partie-là, j'y suis jamais allé, mais je pense qu'on va quand même être sur du 24-25 facile. Ça chauffe quand Ça même. risque de chauffer et surtout après sur le marathon, c'est là où ça risque de vraiment taper le plus et surtout en Australie, c'est l'indice UV qui est assez élevé généralement. Donc autant essayer de, pour une fois, pas totalement éclater à cause de la chaleur et
Ça Ouais. fait partie intégrale Et, de la prépa, là. et par rapport à ça, bon, je pense qu'on abordera le sujet un peu tout à l'heure sur la chaleur et sur tout ce qu'on peut mettre en place aussi pour se rafraîchir. Mais j'ai vu Wild, je sais plus c'était sur quelle compète. Tu sais, il mettait les manchons Oui. que mettent les marathoniens. Justement, bon, il y avait le côté aéro, mais il y avait aussi le côté protection à la chaleur. C'est quelque chose sur lequel peut-être il faudrait que tu penses. Et apparemment, quand tu les mouilles, ça garde le frais aussi longtemps. D'accord, ok, ouais, Ouais, c'est intéressant. Moi, je vais regarder ça et on en parlait juste avant de ce qu'on peut utiliser. Moi, j'avais utilisé une casquette avec un matériau assez particulier, une serviette justement sur la Redmond Maryland qui, dès que c'est mouillé, ça fait vraiment, c'est surprenant d'ailleurs, un effet super frais. J'avais essayé, je pense que tu l'as essayé aussi, tu sais, l'espèce de casquette Omnius avec ou le bandeau avec les petites pierres. J'étais assez déçu du truc parce que déjà le prix il est super pareil. élevé. Enfin moi ça me, C'est très marketé. ouais, C'est très marketé. clairement. J'ai vu une vidéo d'un Espagnol avait un nouveau système de cooling. C'est un pote à moi qui me l'a envoyé, que tu as rencontré, Badri, à Marbella. Et en fait, tu sais, c'est des espèces comme des espèces, tu sais, les petits blocs de glace que tu mets dans les glacières. En fait, t'as un bandeau avec des petits blocs que tu mets au frais. Et il comparait ça avec le cooling et ce bandeau-là. Et en fait, ce bandeau-là te refroidissait quasiment 30 minutes de plus que le Omnius. Parce que là, pendant 30, 40 minutes, c'était vraiment présent. Le Omnius, en fait, c'est vrai qu'il y a cette sensation de frais quand tu le mets. Quand tu mets un peu d'eau, il y a cette sensation de frais. Bon, il y a scientifiquement, tout le monde dit que c'est très marketé, mais qu'il n'y a pas, voilà, que voilà, c'est beaucoup de marketing derrière et que ce truc-là marchait vraiment. Et c'est le même système que les serviettes qui se rafraîchissent que tu peux mettre autour du cou. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit pas mal de pros. Je crois que Sam Ledlow avait ça aussi sur sa dernière course. On voit pas mal de pros avec ce genre de technologie-là. Ouais, c'est assez impressionnant. Je sais qu'ils font aussi c'est des espèces de bandes là, de straps que tu mets autour des guidons, plus sur un route. Et à Marbella, justement, pour les championnats du monde 73, il y avait la marque qui propose ça, et c'est assez surprenant. Ils ont une sorte de cintre où d'un côté, c'est, bah, voilà, tu vois, un matériau normal. De l'autre côté, c'est ce Ouais. truc-là. Il met un petit peu d'eau sur les deux, et le truc, il est vraiment, enfin, il y a une grosse différence. Le truc, il est froid, en fait. Donc, c'est assez ouf. Ah ouais, ouais. C'est assez dingue. Et donc, j'en parlais avec le gars qui a créé cette marque-là. Il prévoit normalement assez rapidement là de sortir. Alors il y a deux choses. D'abord, une sorte de gilet, un truc sans manche, mais alors je sais pas ce qu'il a de particulier, mais en gros, il te garde au frais. Et tu vois, il me disait, bah, que typiquement, lorsque tu vas aller déposer ton vélo avant une course la veille ou lorsque tu dois faire des trucs, bah, tu mets ça, ça te permet déjà, tu vois, de limiter un petit peu ton exposition à la chaleur, qui naturellement crée du stress. Ça, c'était assez intéressant. Et l'autre truc, c'est qu'ils vont sortir une sorte de kit pour mettre sur les prolongateurs comme en fait les pros avaient D'accord. l'année dernière à Kona, notamment ceux qui Exact. utilisaient Canyon. Je sais que t'avais Ledlow, t'avais Lang, qui en plus avait mis des glaçons dessus sur ces trucs-là. Mais c'était les petits, tu sais, ça faisait comme des bandes bleues. Super rafraîchissantes, et donc c'est la même technologie, et c'est un truc qui apparemment il devrait sortir assez rapidement. Parce que je lui disais, moi j'hésitais à t'acheter une serviette en fait, à la découper, tu sais, à la taille du truc pour faire un peu un truc custom. Il disait non, non, on va sortir un truc vachement mieux que ça. Ne fais pas le barbare. Mais c'est intéressant vraiment, et c'est un vrai sujet au final, gérer un peu la température comme ça, et même si c'est juste au niveau du ressenti, je suis pas sûr qu'au niveau des avant-bras, tu vois, ça a un effet, alors, sauf si je dis n'importe quoi, mais sur vraiment, tu vois, le corps, mais mentalement, je trouve que c'est agréable, et ça enlève, enfin, ça rajoute peut-être un peu plus de bien-être dans un truc qui, Non, à la base est chiant.
temps, quoi. C'est exactement ça. Tu sais, à un moment, il y a une grosse étude qui était sortie sur le menthol. Et à un moment, il y avait des boissons au menthol, il y avait pas mal de choses, et il te disait l'effet rafraîchissant du menthol, comme l'effet qui se coule. Le deuxième effet qu'il y a derrière, il te disait en soi, ben, ça ne te fait rien descendre, mais ce bien-être mental que ça va t'amener, eh ben, va te donner comme une bouffée d'oxygène. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est le but. Et c'est le but. Quand au bout d'un moment tu commences à souffrir, bon, tu es prêt à faire, tu vois, tu es prêt à faire n'importe quoi. Et ce petit truc-là, ce petit coup rafraîchissant, eh ben, quand ça joue sur le mental, on sait que l'effet placebo marche. Ça marche. Bon, quand t'es à bout, t'es à bout. Ça va rien changer. Mais si on arrive à maintenir un effet tout le long de la course, bon, bah, je pense que on gagne, on repousse la limite toujours. Ça peut retarder un peu le moment où tu es vraiment en PLS, en fait, sur ta Ouais, course. exactement. Donc ouais, voilà le programme pour la fin de l'année. Et toi, donc, tu es de retour de Floride, là. Comment est-ce que... Enfin, je sais comment, mais... Tu sais Moi, comment? je sais comment. Ben pour ma part, pour le moment, c'est une année blanche. On est le 12 novembre et que ben il n'y a pas une course qui s'est fait. Ah, bah, je devais faire un descent et il avait été repoussé, c'était le descent de Riviera. Bon, les dates avaient été changées et ça fitait plus du tout avec mon planning à moi. L'été, bon bah voilà, on a se concentré un peu plus sur le côté famille cette année, c'était un peu exceptionnel. On avait des événements exceptionnels plutôt. Je voulais faire Londres après, ben ça avait pas marché non plus. Et je me suis dit, bon, j'avais bloqué ma place pour le full en Floride qui m'avait bien réussi il y a 2 ans. Et je me suis dit, bon, tu connais l'endroit, tu veux améliorer ton temps. Bon, il y a beaucoup de paramètres que tu vas enlever de ta tête parce que c'est déjà pratique de connaître l'endroit. La course, tu la connais. C'est une date qui te va bien, c'est des conditions qui te vont bien. Donc, let's go. Et ben, j'ai fait une super prépa, j'étais hyper content. Et ben, lundi dernier, j'ai pris le départ pour la Floride. Et ben, j'ai chopé une merde, j'ai chopé une connerie pendant le trajet. En partant de chez moi, j'ai eu un vrai 24 heures d'avion, de trajet, d'escale et tout ça. Pas dormi le premier soir en arrivant parce qu'avec les 6 heures de décalage, bon ben il était 8 heures du matin quand je me suis mis au lit donc ça allait pas. Et j'ai fait une bonne nuit le mardi. Bon voilà, le corps était prêt, la tête était là, mais ça ce que je te dis c'est après coup. Après coup, j'ai regardé mon HRV et mercredi le cœur montait et le HRV descendait. Jeudi la même chose. Vendredi, la veille de la course, après avoir déposé le vélo et tout ça, dernier entraînement, je me sentais hyper bien. Je déjeune, je me mets en mode lazy sur le lit. Oh, tout est fait, tout est posé. J'allume l'iPad. On va mettre un petit DVD et chiller. Et là, j'ai un vrai coup de down qui me tombe derrière la tête. Je fais une sieste et en me réveillant, bon bah ça y est, état fébrile, Ouais. ça allait pas. Je me suis dit bon allez peut-être stress de la course, on passe au-dessus de ça. Et je vais dîner à 5h30, vraiment à 7h j'étais dans la chambre d'hôtel. Et à 7h30, j'arrivais plus à ouvrir les yeux. Donc là, je me disais, putain, ça va vraiment pas. Je m'endors, je me réveille à minuit, en train d'halluciner, des vraies hallucinations. J'avais mouillé le lit, j'avais des courbatures partout, j'avais les reins qui étaient, ça y est, tu sais, quand t'as les Ouais. reins, quand t'as mal au bas du dos. Hmm. Bon, ça y est, le virus était sorti, j'étais en train de combattre de tous les côtés. Je me suis rendormi tout de suite, 4 heures du matin quand le réveil a sonné. Pendant 20-25 minutes, j'ai tenté, je me suis assis dans le lit, j'ai essayé de me convaincre, je me dis non, ça va aller, j'ai pris le petit déj, il y a rien qui passait. Donc Ça j'ai appelé marchait ma pas. femme, je lui ai dit, comme il était 6 heures de plus, je lui ai dit ne stressez pas si si je commence pas, bon, je peux pas faire la course, je peux Ouais. pas faire la Ouais, course. ouais. Et bon, ben voilà, j'ai passé 48 heures au lit, gros virus, gros virus. Et quand ça allait mieux, j'ai repris l'avion, je suis rentré, je suis rentré chez moi. Bon, d'avoir voyagé, dépensé un peu d'argent pour rien et tout ça. Bon, je pense qu'il y a la leçon à tirer, c'est que après les fins de prépa comme ça,
En plus, j'avais fait beaucoup de préparation à la chaleur et tout, qui fait descendre encore l'immunité. Sur les longs trajets, je pense que j'ai un vrai personnellement un travail à faire. Quand je vais vers, en fait, bah ça fait 3 ans maintenant. À chaque fois que je vais vers les États-Unis, ça se passe mal. La première année après Texas, je suis revenu avec une rage de dents. J'ai fini à l'hôpital. Hawaï, bon bah j'ai fini par terre et, et avec une côte cassée et les adducteurs, voilà. Et là j'ai même pas fait la course. Ouais, ouais, c'est de pire Donc en pire. c'est de pire en pire. Justement, l'année prochaine, j'évite. Bon, sauf si je gagne un slot, ça j'y retournerai. Hein. Mais je vais essayer de conjurer le sort d'abord par une autre course en Europe. Mais non, bah, je pense qu'il y a un vrai travail sur l'immunité à faire. On n'a pas les mêmes germes, on n'a pas les mêmes bactéries. Passer 24 heures dans l'avion et les aéroports, quand tu finis une prépa, que tu as fait beaucoup de préparation à la chaleur, l'immunité, même si on est en forme, en fait, on est fébrile. On est une Formule 1. Je nous dis, en fait, quand on est sur des freins de prépa, on est comme des Formule 1. On est affûté, mais quand on est trop affûté, le moindre petit truc peut nous attaquer. Et je pense que, ben là, c'est vrai, ben c'est ma femme qui me faisait la réflexion. Elle me disait, ouais, est-ce que tu avais un gel sur toi? Ben non, c'est fini, j'ai plus de gel sur moi. Moi aussi, j'ai oublié de prendre des gels. Ouais, ouais. Et je pense qu'un masque, ben c'est pas inintéressant. Donc c'est des choses que je garderai pour mes prochains voyages et mes longs voyages comme ça, parce que voilà, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'une connerie. Et surtout que j'avais fait en sorte, j'avais préparé tous mes petits déj, ils étaient dans la chambre. Je mangeais pas trop de fibres. Là-bas, alors dans le fin fond du Texas, tu manges de la Floride, tu manges pas hyper bien. Donc j'avais spoté un restaurant. J'allais tous les jours au même restaurant. Je mangeais 2 plats différents, très propres et tout ça. Mais bon, voilà. C'est pas évident. Et sur ce que tu disais, tu vois, sur le voyage, je sais que bon, déjà, de manière générale, j'ai toujours un truc de gel. J'en fais une consommation qui est pas possible parce que j'oublie jamais que voilà quoi, tout le monde passe pas nécessairement par la case Ouais, lavage de bah mains. ouais, ouais, non, tu as Et raison. après, tu peux toucher des trucs effectivement qui sont pas super propres. Et dans les avions, de manière générale, ça reste relativement crado. Le truc, il est pas Et nettoyé. les avions sont crado. Hein. C'est dégueulasse. Quand tu vois le temps limite qu'ils ont pour nettoyer un avion et ce que toi tu trouves quand tu écartes le bord du Ah, ça siège et fait tout ça, peur. Ça fait peur. voilà. Il y a, Donc bon, et je pense que comme je disais à ce moment-là, bah, on est plus fragile. ouais. Sur une fin de prépa, on est plus Ouais, fragile. mais même le masque, tu vois, moi c'est un truc que je mets plus effectivement, tu vois, dans la vie de tous les jours, mais quand je voyage, et surtout en avion, j'en mets toujours un. C'est chiant, c'est pas agréable, mais ça, je pense, aide quand même à ce niveau-là. Je mets toujours Ah une carrément. petite écharpe parce que je suis assez sensible de la gorge, et je, Bon, je le sais pareil. toujours. Et pareil, même si tu vois, avec un hoodie, le truc, enfin voilà, vraiment histoire de pas choper un truc qui passe, mais je te rejoins sur le fait qu'on est c'est pas aussi marqué qu'après une course, mais en fin de prépa, clairement, il faut faire attention. Et l'année dernière, c'était après Calmar, j'avais juste après le 73 Tallinn, juste en étant, enfin voilà, en vivant normalement, en fait, pendant 6 jours, bah, j'ai chopé la mort et j'ai quand même fait la course. C'était un enfer, donc t'as vraiment bien fait de pas la faire. Mais quand t'as les défenses comme ça qui sont un peu attaquées. Ouais, même en faisant attention, Ouais. c'est très très difficile. C'est très difficile. Donc là, bah, j'ai eu du mal à repartir le cœur très haut les premiers jours et tout ça. Donc là, ça Normal. va mieux. Euh, Je sais pas si je fais quelque chose d'ici la fin de l'année. Il y avait le Tessan au Qatar qui m'intéressait. Mais voilà, c'est un point d'interrogation. Il faut voir si ça passe au niveau taf, au niveau tout ça. Et bon, moi je me suis inscrit du coup sur Lanzarote. Lanzarote. Donc là, la même chose. On parlait de courses un peu différentes. Là, je voulais, bon, voilà, ces derniers temps après la dernière course de Floride. Voilà, j'avais en tête de descendre mon temps. Bon, j'avais fait 8h50 et là, j'avais 8h30 en tête. Donc, et, et c'est trop focus, trop focus, trop focus. Et voilà, Lanzarote, bon, c'est une sacrée course. 2500 de dénivelé, Ça, beaucoup de ça vent, sera pas beaucoup 8h30 d'humidité, là. la chaleur, mais c'est un très bon entraînement pour Kona. C'est aussi, bon, bah, j'ai fait la majorité de courses quand même assez plates. Donc là, c'est aller sur des choses un peu différentes qui vont avec le type d'entraînement que je veux commencer à faire un peu plus de dénivelé, plus à travailler la force d'endurance. Donc voilà, ça, c'est vraiment l'entraînement parfait
pour réaliser sur cette course-là. Et voilà, sortir, bon, on est loin du Norseman, on est loin de ce genre de course, mais on n'est plus sur les mêmes chronos. Donc, on part sur un peu une inconnue et on s'enlève cette, bon, ça mine de rien, c'est une pression. Quand on veut améliorer son chrono de 15-20 minutes, c'est une sacrée pression. Donc, le temps de référence est nul parce qu'on n'a pas de temps de référence. Quand on voit les femmes, elles font 9h15, 9h20, les pro femmes font 9h15, 9h20. Bon, on se dit pas qu'on va faire 9h05, hein. Donc c'est vraiment un temps de référence qui est nul et du coup et surtout un bon entraînement pour Conan. Ouais. Donc voilà. Je me fais Lanzarote. Je vais travailler sur de l'entraînement 70.3 avant pour remettre de l'intensité. C'est ce que j'ai remarqué aussi à la fin de la prépa, là, quand j'ai recommencé. Remettre de l'intensité, le cœur est monté très très haut. C'est vrai que comme si on se bridait, entre guillemets, après ces longs tempos pendant des mois et des mois. Donc là, le remettre un peu d'intensité va faire du bien. Et sûrement un semi aussi, du coup, pour essayer de voir si on repart sur une intensité courte, voir comment on peut améliorer ce temps-là. J'ai fait un semi dans ma vie, c'était il y a 5 ans. Donc voir si les temps de référence sont toujours bons, si on les a améliorés ou non. Mais voilà, changer un peu de cadre de la course plat où on a la tête entre les épaules non-stop. Voilà, j'avais envie de changer de ça. Surtout que Lanzarote, ça reste quand même une course qui doit vraiment être top à faire, même si elle est difficile. Bon, moi, je pense, je sais pas si je la ferai un jour ou quoi, mais le cadre et c'est un peu aussi ouais, c'est magnifique. Et puis c'est une course qui a aussi une petite histoire. Hmm. C'est pas, voilà, la course, je sais pas, lambda, ça reste quand même Oui, un truc carrément, bien sûr. un C'est peu pas à une course part. lambda, hein. Donc c'est assez cool. Je pense que clairement, comme tu disais, le temps, tu peux pas vraiment le comparer à un temps sur du plat, mais au final, c'est pas vraiment non plus pour ça que tu vas. C'est juste faire une perf de ouf. Et après, voilà, le temps, de toute façon, ça va forcément prendre en compte le dénivelé, le vent, toutes ces choses-là, mais ça va être une bonne expérience. Et clairement, pour Kona, je pense que ça, tu vas avoir des petites similitudes, un peu moins Bah de... ouais, il y a un vrai travail similaire de chaleur, de dénivelé, de vent. On est sur une île, le vent qui tourne non-stop. Bon, c'est en ça. espérant pouvoir choper un slot là-bas, hein. Ouais, bah écoute, je connais des gens qui en ont chopé là-bas et il n'y a pas de raison. Il y a pas de raison, non, non, il y a pas de raison, il y a pas de raison. En Bah, tout cas, on va tout faire. génial, top. Et bah, moi, je me suis inscrit aussi sur un semi. C'est à Barcelone. Je t'avais dit, tu sais, Ouais. malheureusement, il est sold out. Donc, je sais pas s'il y a moyen quand même d'avoir une place ou pas. Je sais jamais. Mais il est assez cool. J'avais fait une fois et il est assez rapide. Je crois que c'est tout début février, 15 février peut-être. Et Oui, tu m'as dit le 15 février. 15 février, il est pas mal parce que la température, elle est pas trop froide. Tu peux t'en sortir avec, tu vois, un débardeur et des petites manchettes comme ça pour Hmm. pas subir de trop. C'est assez plat, il y a pas trop de vent. Ouais, c'est une course qui reste assez cool à faire. Et après, bah, c'est pareil, je pense que je vais commencer par un 73 à un moment donné. Normalement, ça sera la même chose que l'année dernière, le 73 Texas à Galveston. Et après, bah, ça sera la Redman Texas pour moi. Bon. Oui, ben, en Avec une off, c'est revanche. vrai que j'ai oublié de dire, mais c'est vrai qu'en off, tu m'as parlé de ce 73 et je le mets dans la liste. Malheureusement, il Je est le aux mets dans la States, liste. C'est vrai que ça, mais bon, c'est vrai qu'il est aux States. Donc, mais là, je partirai à côté de toi et je ferai tout comme tu fais. ouais, Comme ça. Donc, ça veut dire, après, ce sera clair. Ou j'ai la poisse, ou il y a quelque chose oui, qui va pas dans mon immunité. oui, il y a un truc. Non, mais celui-là, Ou il en y a un vrai, truc. ouais, je l'avais bien kiffé. C'est pour le coup, il est vraiment propice à faire un bon temps. La natte, elle avait été annulée parce que le temps, il était vraiment vénère. Mais si jamais le temps était plus normal, la natation, je Mhm. pense qu'elle est assez abritée parce qu'elle est vraiment pas du côté océan où voilà, là, ça bouge, elle est vraiment bien abritée. Normalement, t'as pas ce genre de météo non plus, il y a vachement moins de vent, donc du coup, tu peux bombarder encore un peu plus. Et la course à pied, elle est relativement rapide aussi. Donc, et c'est pareil, la température, elle est assez supportable. Donc, c'est vraiment un combo
combo assez sympa. Et ouais, bah, enchaîner avec l'Ironman Texas avec une revanche pour la 4e fois. Ça sera, enfin, sur 3 fois, pour l'instant, je l'ai fini qu'une fois, donc c'est pas, Bon, la 4e, c'est la bonne. Ça y est, ça y est, ça y c'est la bonne. est. Et On essaiera de partir ensemble et de conjurer le sort. Ça y est. c'est ça. Et après, le truc qui est sûr, ça sera Roth, début juillet. Ça a vraiment hâte. Toi, tu l'as déjà fait et tu avais fait un C'est super temps une là-bas course aussi. magnifique. Ouais, c'est une course magnifique. Je L'ambiance. peux que t'encourager de la course, l'ambiance, l'organisation, les volontaires, la foule, et tout est parfait. Ça. Et bon, et les retours que voilà depuis toutes ces années, il y a que des retours extraordinaires. Tout le monde passe une expérience, une expérience incroyable. Vraiment, c'est une course. S'il y a vraiment une course que j'aimerais refaire, c'est celle-là aussi. Ouais, Même, clairement. je pense que comme tu dis, l'expérience au-delà de la course, bah, je crois que l'expo, c'est genre, il y a 150 marques, c'est un truc Ils sont monstrueux. tous là. L'expo est clairement plus grande que Hawaï. Donc, ah ouais, elle est pas Ah si ouais, ouais. grande que ça finalement, hein. C'est vrai, hein. Après, je crois que ça coûte aussi un œil voilà, d'y De aller voyager jusqu'à là-bas. avec le matériel, avec tous ces trucs-là. C'est vraiment pas facile. Là, pour le coup, c'est au cœur vraiment beaucoup plus Au cœur de simple l'Europe. encore de l'Europe. Non, 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 c'est sûr. Non, non, mais c'est sûr. Donc ça va être, ouais, ça va être assez cool, mais bon, programme plutôt sympa pour toi et pour moi, en espérant que ça s'aligne un petit peu mieux les planètes qu'en Ouais, 2025. et peut-être que parce que j'y pense là maintenant, mais moi pour préparer Lanzarote, c'est clair que je vais faire un tour, j'irai faire un tour là-bas un moment. Donc clairement, on pourrait essayer de s'organiser pour faire un petit stage là-bas. Carrément. C'est comme on avait fait au Maroc, tu vois, un 5 jours, 7 jours, bon, ça peut être très sympa. Ah bah c'est toujours sympa d'aller là-bas, hein, c'est très clairement. Non, je pense, en vrai, c'est pas loin. C'est un endroit où en fait t'as du beau temps toute l'année. C'est assez accessible, donc ouais, carrément. Anytime. Tu me Ouais, dis, on s'organise ça. on en parlera, mais c'est quelque chose, ouais, c'est quelque chose qui peut être très sympa. Ok, donc du coup, cette année pour toi, il y a encore un petit point d'interrogation sur peut-être le Qatar ou pas. On va voir. Ouais. Ouais. Tu prévois quoi en fait pour cet hiver? Généralement, tu fais quoi toi pendant le off-season? C'est plutôt un break? Tu maintiens quand même? Tu travailles plus d'intensité? Comment tu t'y prends toi? Alors, le off-season n'a jamais beaucoup duré. Voilà, généralement, je prends 2 semaines sur lesquelles j'ai jamais réussi à couper, hein. Clairement, le 2 semaines sans rien faire, c'est pas dans ma nature, en général. Donc c'est vrai que je crois que j'ai, après Hawaï, parce que là j'étais forcé, forcément, avec la blessure. Mais les autres années, j'ai toujours coupé 3, 4 jours, 5 jours sans rien faire. Et généralement en fin d'année, je suis toujours dans le sud du Maroc, en famille et où il y a des vagues, donc je surfe. Mais voilà, c'est généralement les fêtes de fin d'année, c'est là où moi je fais à peu près la coupure. Je surfe et je garde des entraînements. Ça veut dire que je vais garder, s'il y a pas de vagues, je vais aller courir, mais rien d'organisé. Ça veut dire que c'est à la sensation, il y a pas de vague, je suis en forme, je vais me faire un petit intervalle. Je vais pas clairement pas aller me faire une sortie de 3 heures ou un 25 bornes. Mais je vais faire un petit run endurance, un petit run intervalle, un petit vélo. Alors les vélos généralement c'est en intérieur et c'est plus de l'intervalle pour que ce soit efficient et court. Mais voilà, c'est mon kind of de break. D'accord, je comprends, je comprends. Bah, c'est un peu comme je fais aussi, parce qu'au final, j'aime pas ne rien faire. Et la seule fois où j'ai vraiment rien fait depuis des années, c'était pareil, après mon crash au Texas. J'ai vraiment passé une semaine, ouais, une semaine, peut-être même un peu plus, mais ouais, une grosse semaine, je dirais, sans rien faire, parce que, enfin, voilà, j'ai des douleurs. C'est ça, j'avais pas trop le choix, j'aurais pu, mais au final, en vrai, avec le recul, j'aurais dû quand même garder même de l'activité pendant ce moment-là parce qu'après ça a été plus dur de revenir, je trouve. Mais pour ce qui est de voilà entre deux saisons, bah là la saison elle sera assez longue.
longue au final, même s'il n'y a pas eu beaucoup de courses, mais c'était comme l'année dernière. Et après, bah, j'étais en Australie, et là, ça sera la même chose. J'avais le vélo avec moi, mais il est resté dans la boîte. Je l'ai pas sorti. C'est flemme, en vrai. Pas, c'était pas autre chose. Donc du coup, j'allais nager et je courais. Et en fait, j'alternais. Un jour, je nageais, un jour, je courais. Parfois, je nageais et je courais, mais c'était vraiment ce que je faisais. En natation, c'était essentiellement essayer de travailler un peu la technique, rien de fou. Et en course à pied, j'essaie quand même de mettre de l'intensité. Je sais que j'avais un 10K début décembre où je voulais Performer, ouais, championnat, essayer de t'as réussi performer à performer. et mettre un petit peu plus d'intensité. Donc ça, c'était cool, mais ça pèse quand même finalement le volume à, on va dire, une dizaine d'heures par semaine qui passe assez facilement parce que c'est vraiment pas trop contraignant. Euh, mais il y a pas, ouais, c'est pas un vrai bloc. C'est plus maintenir une activité, se faire plaisir et s'il y a quelque chose, ce sera essentiellement de la course à pied. Le reste, le vélo, ça reprend généralement quand je reviens. Trop la flemme de redéballer le vélo. Non, ouais, et c'est sûr. En plus, suivant là où tu es, est-ce qu'il y a les routes? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est safe? Tu connais le coin? Tu connais pas le coin? Il y a beaucoup de paramètres qui fait que quand tu es pas dans l'endroit, que tu n'es pas de l'endroit, tu connais pas les routes. Il y a plein de paramètres qui te poussent à ne pas y aller aussi. Ah, c'est ça, c'est ça. Et là, t'as pas envie de louer un home trainer pour te dire bon, j'ai aucun objectif, donc tu vas pas souffrir ou t'imposer ça quoi. Non, 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 clairement pas. Surtout que bon, quand t'es dans des pays comme ça, il y a quand même mieux à faire que de rester sur le trainer à l'intérieur. Et c'est bien au final. Et c'est une sorte de coupure. C'est juste une coupure sur un sport qui est le plus contraignant, en tout cas en étant là-bas. Mais ça permet quand même au final de pas partir de trop loin. Il faut quand même une petite semaine histoire de remettre la machine en route et que voilà, musculairement ça retrouve ses habitudes. Mais c'est un petit peu la manière d'aborder tout ça. Ouais, sur ce point-là, tu vois, parce que c'est devenu très tendance de parler du off-season et tout. Alors, je pense que tout le monde a son off-season. Il peut être, alors si on entend les médias, le off-season pour les pros, il faut arrêter. Mais les gars, ils font 30 heures par semaine sur 52 semaines quasiment. C'est leur métier. C'est du passer d'une passion à un métier où ils sont obligés de faire ça pour grailler, donc pour pouvoir vivre. Et ils ont besoin d'une vraie coupure. Les gars, c'est comme quand nous, on est dans notre boulot et qu'on a des semaines et des semaines et qu'on utilise le sport pour s'aérer. Mais eux, ils s'aèrent en arrêtant parce que c'est ce qu'ils font tout le temps. Il faut pas prendre ça mot pour mot en disant oui, on a besoin tous d'une coupure. Je pense que comme tu dis, c'est savoir au bout d'un moment relâcher et se dire ben il y a des gens qui vont pouvoir continuer à s'entraîner pendant 2 ans, 3 ans et ça va rien leur faire parce que c'est leur échappatoire et c'est leur kiff et ils ont un boulot. Il y a des gens qui vont dire bon ben là comme on dit ben ok ben juste pendant 2 semaines je préviens le coach ou si tu t'auto-coach tu dis bon voilà là je me mets en mode je fais mon truc quand j'en ai envie et basta sans pression sans rien et chacun doit trouver son truc. Et il n'y a pas de cadre. Les pros ont un cadre parce que c'est leur métier et ils ont besoin d'une coupure parce que ce qu'ils font subir à leur corps, à ce niveau d'intensité et au niveau de volume, ils ont besoin de couper. Mais c'est peut-être pas similaire chez nous. Voilà, est-ce que tout le monde en a besoin? Je pense pas. Est-ce que juste arrêter un sport comme tu dis? Oui. Mais chacun doit trouver son truc. Et il y a pas de cadre, en fait. Non, t'as raison à 100%. Je pense que le simple fait de pas suivre un entraînement qui est structuré, peu importe si on te le fait ou si tu te le fais toi-même, en soi, c'est déjà une sorte de pause en un sens parce que tu Ouais, t'as pas d'objectif, tu maintiens juste une activité qui en fait devrait être la base, même si tu fais pas le sport de la manière dont beaucoup le font en préparant des courses et autres. Tu te fais juste plaisir, tu vas nager un peu, tu cours un peu, tu fais je sais pas, tu fais ta séance de pole dance, tu fais n'importe quoi. oui, non mais c'est Peu ça. importe, tu bouges un peu quoi. Mais c'est vrai que arrêter totalement
bénéfices. Et c'est difficile, je pense, pour des amateurs comme nous de se dire ah ouais, non, je suis totalement cramé là, il faut vraiment que je fasse. Sauf si tu as vraiment abusé, tiré sur la corde et que voilà, c'est rentré en conflit avec ta vie pro, avec ta vie perso. Et là, bah voilà, au bout d'un moment, il faut. Oui, Mais mais, c'est mais un autre là, problème. mais à ce moment-là, là aussi, c'est qu'il y a des, il y a des paramètres que tu ne maîtrises plus, ou en tout cas que tu calibres moins bien, et il y a quelque chose qui va pas dans la façon dont tu l'as fait. C'est ça. Parce que ça reste une passion, et quand il y a une passion, bah, t'as pas jamais envie d'arrêter. Et bon, mais je pense que voilà, c'est bien de le dire qu'il n'y a pas de cadre, que chacun doit le voir comme il le sent, et que il faut pas, ça y est, parce que les médias l'ont dit, qu'un coach l'a dit, que il faut que ce soit comme ça. Non, si on est en forme, si tout va bien, eh ben, si c'est se faire plaisir pendant une semaine, c'est se faire plaisir pendant une semaine. Décaler les entraînements, ne pas suivre un plan comme tu dis, c'est juste ça. C'est déjà quand on a l'habitude d'être tellement carré, juste décaler ton plan, dire ben si je le cale à n'importe quel moment parce que je veux profiter, faire une visite et tout. Bon, mais il y a pas de cadre. Faut arrêter de se dire le off-season c'est quelque chose d'obligatoire, parce que on entend beaucoup ça autour de nous. Les gens, oui, ça y est, c'est la période. Bon, bah, il y a des gens, non. C'est quand ça rentre dans ton style de vie, ben, c'est ton kiff de t'entraîner. Ouais, clairement. Et puis en plus, tu peux aussi essayer des choses qui sont juste différentes. Je sais qu'en en début de saison, ce qui n'est même pas en fait le début de saison, c'est cette période-là où des gens, au contraire, tu vois, mettre un ou deux sports de côté. Moi, je sais que j'avais travaillé beaucoup la course à pied. Euh, j'ai pas trouvé ça contraignant. C'est juste une manière différente de s'entraîner avec un focus sur un sport particulier, mais on peut faire des blocs avec un focus particulier dans l'année, mais là, c'est vraiment voilà, parce que il y a avant 6 mois, il y a enfin, peut-être pas 6 mois, mais avant 4 mois, il y a rien qui se passe, donc ça va pas non plus nuire à la saison en tant Ouais, que telle. Et c'est juste, je pense, kiffer et pas se sentir obligé de soit arrêter totalement pour faire effectivement comme tout le monde ou se donner l'impression qu'on va repartir plus fort, ou alors voilà, continuer comme si de rien n'était, comme s'il y avait quand même une prépa pour une course le 3 janvier. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu. ouais, exact. Ça va. Et du coup, bon, on parlait des pros, peut-être que pour enchaîner et finir sur cette note-là, sur cet épisode, il y a quand même eu pas mal de trucs qui se sont parlé depuis. Il y a quand Le même eu, passé. je vais la refaire. Il y a quand même eu pas mal de trucs qui se sont passés depuis la dernière fois qu'on avait publié un podcast. Il y a eu les championnats du monde à Nice, il y a eu les championnats du monde à Kona, il y a eu les Tessans, il y a eu qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le championnat du monde 73 à Marbella. Ah, Il y a d'ailleurs. quand même eu de la folie là-dedans, hein, dans toutes ces courses-là. C'était assez incroyable, non? Une fin d'année exceptionnelle. Une fin d'année, une fin de saison pour les professionnels, mais exceptionnelle. Moi, la vérité, bon, on a beaucoup parlé des Norvégiens, même du hype sur les Norvégiens à un moment. Bon, toi et moi, on était quand même d'accord qu'ils étaient très très forts et qu'ils allaient revenir. Je pense qu'on s'est pas trompé. C'est ça. Mais c'est assez incroyable le niveau qu'ils ont réussi à mettre, parce que je pense que beaucoup de personnes qui ne sont pas aussi aussi mordus que nous comprennent les records qui sont tombés, et que trois mecs qui s'entraînent ensemble finissent à 5 minutes les uns des autres, à 30 minutes du record de 2 ans avant, et sur lesquels ils explosent les records de marathon. Bon, euh, ils sont arrivés à un niveau d'entraînement incroyable. C'est incroyable. Et c'était beau parce que il y en a qui sont revenus de loin, comme Gustav Iden, Casper Stone, qui bon avait fait toutes ses preuves en courte distance et a fait une année exceptionnelle en longue distance. Les mecs, tout le monde disait qu'ils allaient être un peu cramés. Blumenfeld, un, un, un Machine. Boeing, un Airbus. C'est un Airbus en fait. Le mec, il s'arrête pas. Le mec, il s'arrête pas. Bon, et malheureusement, bon, bah, ça s'est pas joué pour lui en tête Ouais, pour le championnat du monde à Nice. Il a eu une crampe sur la fin. Mais c'est là où tu vois quand on regarde les podcasts, quand on regarde un peu tout ce qu'il dit, les mecs, ils sont trois. Ils se sont entraînés à trois. Ils se sont surmotivés à trois. Ils ont parlé
non-stop de leur possible podium à 3. Et ils ont fait une course quasiment à 3. Ils se sont retrouvés sur la fin du vélo. Ils ont fait une course à pied à 2 et un moment à 3. Et c'est là où ils savent aussi, les mecs, qu'à un moment, ils savent se piéger les uns sur les autres. Quand on écoute le post-race, Gustav Iden qui te dit clairement, je pars sur un pace plus haut que prévu parce que je sais que c'est le seul moyen d'éclater Blumenfeld. Et le mec, il est là à côté, c'est son pote, ils s'entraînent tous les jours ensemble. Et Blumenfeld, c'est lui qui lead pendant tous les entraînements. Ouais. Et tu vois, c'est ouf quand même. Et c'est là aussi ce niveau de professionnalisme et tu vois, de copinage qu'ils ont et de professionnalisme. Et ils connaissent son ami et son adversaire par cœur. C'est dingue quand même de réussir à marier tout ça. Et Casper Stone, qui le mec dit, attends, les mecs, ils vont trop vite. Ils vont trop vite. Le mec, il met la quatrième. Et au semi-marathon, le mec, il passe la sixième et il tape le record du monde de marathon sur le championnat du monde Ironman, sur une des courses les plus difficiles, la plus difficile en dénivelé. Et le mec, il te sort un marathon en 2,29. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. C'est vrai que les planètes, elles se sont alignées pour eux et à voir, c'était ouf. Parce que imaginez que ces trois mecs-là, même s'ils sont extrêmement forts individuellement, arrivent à voilà, faire 1, 2 et 3 dans un ordre qui probablement n'avait pas été prévu par grand monde. Ouais. Mais je pense que les gens auraient plutôt vu à l'envers, en fait. Ah mais De- carrément, tout le monde aurait vu Blumenfeld, Iden au milieu et Casper derrière. C'est ça. Ouais. Et c'est vrai que Stearns, il a fait une course super intelligente en les laissant partir, mais en attendant qu'ils se crament pour frapper après et juste les déposer. Et c'était beau à voir, en fait. C'était incroyable. Et en vrai, il y a un pote, pour enchaîner après sur ce qui s'est passé à Marbella, pareil, chez les hommes. Après, on peut parler rapidement aussi de la course des femmes, mais il y a un pote Oui, oui, on va. qui m'a fait remarquer que sur 6 places sur le podium, en fait, on a 5 Norvégiens sur ces deux courses-là. C'est C'est incroyable dingue. quand même. C'est dingue. C'est Parce incroyable. que la championne du monde chez les femmes est une Ah bah, Norvégienne. elle aussi, mais c'est incroyable. Et Donc, c'est je ouf. sais pas s'il y a un truc dans l'eau là-bas ou s'il y a vraiment une méthode particulière pour s'entraîner, mais il y a clairement un truc qu'ils ont compris et c'est assez. Bah, on en a parlé. Bon, après, c'est peut-être critiqué dans un certain monde, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, les Norvégiens étaient pas connus dans le monde du sport, et que depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ils sont leaders dans quasiment beaucoup de sports d'endurance, le ski de fond, l'athlétisme, le triathlon. J'en oublie certainement, mais je sais que dans le sport d'endurance, ils se sont affichés comme les meilleurs en termes de nation. Et leur base de l'entraînement, ça reste le lactate. Donc c'est une méthodologie d'entraînement qui est très controversée, mais qui on ne peut pas dire qu'elle ne marche pas. Donc peut-être très controversée parce qu'elle est très dure à appliquer et que c'est de la science et des maths. Ok, mais si je fais une parenthèse, tu as vu le gars qui a gagné l'UTMB, qui a été qui a été aidé par un mathématicien pour pouvoir gérer son UTMB. Il a gagné l'UTMB. Donc, au bout d'un moment, on ne peut pas nier que les maths, la science, a un rôle, quand elle est bien maîtrisée, sur la performance. Et que le ressenti, c'est une chose, mais que si on arrive à être, peut-être c'est plus long, peut-être que je pense que c'est très dur à appliquer. Il faut se connaître. Il faut que tout soit très contrôlé. On sait que les Norvégiens, moi, pour les avoir un peu connus quand ils étaient au Maroc, un peu vus, et on voit tous les podcasts, c'est du surcontrôle. Mais preuve que ça paye. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'avant, et je pense que quand tu les avais côtoyés justement, c'était davantage lorsqu'ils s'entraînaient avec leur coach, qui était là non-stop, full-time. Et cette année, par contre, c'est eux qui se coachent eux-mêmes. Et malgré le fait que voilà, ça change quand même, ils sont responsables finalement de leur programmation, ils sont beaucoup plus libres de ce qu'ils font.
Bah, ils ont jamais, enfin, je sais pas si on peut dire qu'ils ont jamais aussi bien performé, mais au final, en tant que groupe, ils ont jamais aussi bien performé parce que c'est comme en 2022, 2023 où Mhm. ils pétaient tout et là, au final, c'est la même chose. C'est incroyable. 2022 plutôt. Ils ont réussi à vraiment revenir et dépasser même le niveau parce que quand on regarde les temps, quand on regarde les perfs en tant que tels, pris isolément, Mhm. ils ont un niveau qui a explosé encore par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Oui, et le niveau n'a pas arrêté d'augmenter et tu vois, on critiquait, je sais le mauvais mot, mais de temps en temps, il sort des mots qui sont pas les bons. Blumenfeld a un peu été critiqué après sa non-réussite aux Olympiques Ouais. et justement, on disait: «Oui, ça y est, il arrivera plus d'être dans le court distance et tout ça». Quand on voit ce qui s'est passé ce week-end à Marbella, un semi-marathon avec Gints, qui est un des meilleurs sur le Tessan, et un des seuls qui arrive à concurrencer Wild et qui est vraiment sur du court et qui font un semi-marathon à 1 seconde de différence l'un et l'autre pendant 21 kilomètres où ils se lâchent pas. Où certes le gars gagne au sprint final, il arrive à sortir. Bon, ils ont pas la même saison. Peut-être que il est meilleur en explosivité parce qu'il pèse 66 kilos, C'est rien. Gins. Ouais, ouais, ouais. Manfred, il a fait plutôt 74, je pense. Ouais, je pense. Là aussi, tu vois, il y a une petite différence peut-être d'explosivité sur la fin. Même si on dit que le poids, bon, au bout d'un moment, à mon avis, à ce niveau-là, le poids joue quand même un peu. Mais Blumenfeld a montré qu'il était revenu à un niveau extraordinaire. Donc, je pense pas qu'il pourrait gagner un Wild, ça c'est clair, Eden Wild. Mais à comparer à tous les gens du cours, parce qu'il y avait Schoenberg, il y avait Jamie Riddle, il y avait tous ces gars-là qui étaient sur le Tessin, qui sortent vraiment du cours, il est quand même loin devant le monstre. Ouais, non, non, il est très Et Casper solide. Stone, et Casper Stone, qui finit le vélo derrière, remonte parce que bon, bah, malheureusement, la course était filmée sur les deux mecs de devant parce que c'était exceptionnel. Mais le gars, il part de je sais pas combien, 10, 11e, et il finit troisième en finissant 1 minute ou 2 minutes derrière les mecs. Donc lui aussi, il a fait un semi-marathon à 3,15 ou un truc comme ça. Incroyable. C'est incroyable la vitesse qu'ils ont réussi à gagner entre Nice et Marbella. C'est impressionnant. Et c'est vrai que Higgins, bon, le mec, il a fait une perf de ouf. Hein, il est très, très, très solide. Il a une super course à pied. Mais il n'a pas eu non plus la saison que les Norvégiens ont eu, C'est vrai. avec un gros focus aussi sur Kona, sur Francfort, sur le Bah, Texas. il est resté sur des T100. Il est resté sur cette distance-là. C'est ça. C'est vrai que c'est pas la même chose, hein, mais bon. Non, les gars sont au-dessus du lot. Ouais, ouais, Moi, je trouve, les gars sont au-dessus du lot. C'est dingue. J'ai hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine, s'ils arrivent à maintenir ce momentum là, et juste renchaîner sur une saison de malade comme ça, parce qu'en vrai, ça va être difficile sauf à faire ça à chaque course du coup, un podium norvégien sur chaque course. Mais c'est vrai que c'est Je pense que dans leur tête, ils partent pour ça, hein. Le Blumenfeld, il a alors c'est pas de l'ego, mais il a une surconfiance de lui. Il te dit quand il perd, c'est parce que je perds, pas ouais, parce que l'autre est plus fort. ouais, ouais, ouais. Tu vois, je suis le plus fort. Et je pense que c'est ce qui fait que le mec arrive à se dépasser autant. Et c'est à bout d'un moment, il faut avoir une surconfiance en soi, qui peut être un moment positif et peut-être un moment délétère et négatif à certains moments. Mais le mec a une surconfiance en lui. Mm, mm, Et je mm. pense que c'est ce qui fait qu'il arrive à pousser aussi loin. Ouais, non, mais c'est incroyable. Et quand tu les vois à Marbella, vraiment en vrai, et que toi, t'es pas juste dans ta course et tu les croises comme ça, tu peux suivre le truc. C'est vrai que ça dégage quand même une puissance, c'est impressionnant à voir. Je me suis même sur la T1, tu vois, c'est Higgins qui arrive, le mec il t'arrache la combinaison comme ça. Enfin, tu sais, tu sens que ça.
Ah, ça envoie, quoi. C'est lourd. Elle chope le vélo, il met le casque, il se casse. Et genre, tu sais, ça enchaîne comme ça. Et ça prend 1 minute, le truc. C'est impressionnant. Et tu vois tous les mecs comme ça qui débarquent. Et c'est vrai que les Norvégiens, ouais, les mecs, le fait qu'il y en ait trois comme ça qui s'entraînent ensemble, font les mêmes C'est courses, font tout incroyable. ça, c'est assez ouf. Et c'est vrai que bah, sur la course des femmes, bon, le nom il est difficile à prononcer, mais Solveig Lovset qui a fait une course pas possible aussi à Kona. C'était pour le coup, on l'attendait pas en fait. Hein. Personne l'attendait, On hein. l'attendait Personne pas. l'attendait. Et bon, personne l'attendait. Elle a joui de malchance des autres parce que les deux favorites explosent. Affreux. Il y en a une qui explose au 38e kilomètre. Bon, c'est là aussi où on parlait tout à l'heure, l'entraînement à la chaleur, beaucoup de choses. L'île Kona, l'humidité, ces courses spéciales Ouais, ouais. qui, au bout d'un moment, ben, on voit même les plus grands, parce que c'est Taylor Nibb et Lucy restent pour le moment les deux plus grandes dames du circuit. Eh ben, voilà, comment dire ça, c'est un rappel à l'ordre. C'est clair. Voilà, tu as beau être le meilleur sur certaines courses, si tu n'enchaînes pas les choses comme il faut, ça passe pas. Et Et c'est non, exactement ça, parce que t'avais Laura Phillips, je crois, elle finit à 9 minutes à Kona, alors qu'elle fait un temps. Je me demande même si à elle avait Hambourg. fait le record à Nice. Ouais, c'est ça. Ouais, Et même à Hambourg, je crois c'est qu'elle ça. avait battu le record du monde aussi. Ouais, exact. C'est vraiment. Enfin, c'est une super athlète. Et surtout là, tu as quand même Kat Matthews qui finit à 35 secondes juste derrière. Je pense que tu lui rajoutes 5 kilomètres, elle l'aurait bouffé. Mais bon, c'est pas Oui, 47 oui, oui. kilomètres le marathon, c'est 42. Mais elle était ultra solide aussi. Je sais pas si c'était une favorite en tant que telle, je pense que quand même. Scott Matthews, elle faisait partie des favorites. Elle a pas le palmarès de Nib ou de Lucy Charles Barclay, mais je pense elle était bien vue aussi Oui, pour performer. je te coupe, elle a pas le palmarès, mais c'est vrai que je disais les grandes dames et je l'ai oublié parce que ça fait quand même 2 ans qu'elle est en haut du podium à chaque fois. C'est ça. Et elle gagne le championnat série cette année, elle a gagné l'année dernière et elle a fait une année exceptionnelle parce que elle est au devant de toutes les courses et malheureusement ben à Marbella ben elle a un problème je crois elle s'est blessée ou c'est une Ouais. vieille blessure qui s'est réveillée. Je crois qu'elle avait déjà une petite faiblesse avant la course et elle s'y attendait. Et quand elle a commencé la course à pied, ça a commencé vraiment à taper. En soi, elle a bien fait parce que ça sert à rien de pousser, te déchirer Oui, vraiment et de juste niquer ta saison 2026. Je pense que carrément. Mais elle partait fort et au vu de la vitesse sur laquelle elle commençait son semi, ça aurait été beau d'avoir ce trio de tête. là, ça aurait été, Ça aurait été ça beau. aurait été ouf. Ça aurait été ouf. Non, c'est vraiment des belles courses et en vrai, ça fait plaisir de. Enfin, c'est pas comme quand, voilà, dès la sortie du vélo, bah, c'était à Kona il y a 2 ans chez les femmes, où en fait, enfin, la sortie de natation, t'as Lucy Charles Barclay qui est devant, et puis elle est C'était devant sur plié, ouais. le vélo, et puis elle est devant sur la course à pied, et en vrai, elle éclate tout le monde comme ça. C'est un peu moins sexy. Et du coup, ouais, les courses où il y a vraiment des trucs qui se passent, même si pour eux ça doit être terrible, pour nous en tant que En tant que spectateurs, spectateur, c'est beau. là on est au Non, mais c'est cinéma. vrai que c'est vrai que le niveau chez les femmes, il y avait un moment une disparité sur le niveau, et là, en fait, ça y est, ça s'est resserré. Bon, peut-être que oui, il y a Lucy Charles est vraiment très forte, hein, est vraiment très forte, Taylor Nibb aussi, mais il y a Kate Matthews, et dans des jours moins exceptionnels pour l'une, et ben c'est vrai qu'il y a des packs derrière qui sont là, et il y a des belles batailles. C'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. C'est ça, c'est ça. Et après, bah ouais, Lucy Charles et Taylor Lee, bah, se sont pas illustrés à Kona, mais à Marbella, bah, ils font 1 et 2. Donc ça c'est pas mal. Et après, ouais, il y avait l'Allemande, c'était Neuberg, je crois, si je me trompe pas, qui fait troisième. Je sais pas d'où elle est sortie, mais ne l'attendez pas non plus, je Bah, pense. bah en fait, je la connaissais pas et elle sort du court distance aussi et
C'était son deuxième Alpha Ironman. C'est pas mal. Elle a eu une qualification et elle finit 3e au championnat du monde. C'est solide. C'est pas mal comme stat. C'est solide. Et après, tu as même Losweg qui finit 6e, je crois, à Marbella. Donc, ça reste quand même une super perf. Et surtout, tu as Georgia Taylor-Brown qui arrive quand même à faire un 4e, ce qui est pas mal. C'est une très belle cape. Elle est bien remontée en course à pied. Ouais. Ouais. Parce que sur les T100, elle avait pas non plus, elle avait un peu craqué, je pense. Ouais, elle était pas à son niveau. Je crois qu'elle a eu des problèmes mécaniques aussi à Londres, ou problèmes de chaîne, ou je sais plus trop ce qui s'était arrivé, mais c'est assez cool pour pas mal de personnes. Une bonne fin d'année. Et je crois que Marjorie finit dans le top 10, c'est ça? Je crois qu'elle est 5e. Ouais. Ouais. Belle paire française, hein, parce que à Kona, elle avait fait quand même, je crois qu'elle était dans le top 15 ou un truc comme ça. Non? Et Honnêtement, je sais plus. ces derniers temps, je crois qu'elle s'entraîne avec Lucy Charles maintenant. Vraiment, elle est en train de monter en puissance et c'est une première en tout cas, je pense à ce niveau-là, peut-être que tu me reprends, mais à ce niveau-là, je pense que c'est la première française sur les 2 distances qui est présente maintenant. Bah, J'ai pas souvenir d'avoir une française, en fait. Moi, j'ai pas souvenir. non, je crois que tu as Clavel et Collonges qui sont beaucoup plus loin sur Marbella. Je crois qu'elles doivent être, enfin, après le top 15, je pense que ça doit être dans les 18, enfin, par là. Mais non, clairement, elle est solide. L'année dernière, elle avait gagné un Cascais et je pense que c'est une athlète qui a un bel avenir parce qu'elle est C'est un bel finalement avenir, super jeune et en s'entraînant aussi avec Lucy Charles, clairement, elle va monter en puissance. C'est cool à voir. Bah écoute, on est pas mal là parce qu'on arrive pile à 1 heure, j'ai l'impression. Donc pour une fois, magnifique. on va s'en tenir à ça. On va essayer de s'en tenir à quelque chose de plus fréquent aussi. On se l'est dit un peu en off. Oui, ça, faut qu'on le c'est fasse. promis. On va tenir notre engagement. Ça y est. On va faire ça, mais en tout cas, merci comme d'hab de nous écouter. On va essayer de vous proposer encore quelques petites choses avant la fin d'année et on va naturellement reconduire tout ça en 2026. C'est super sympa tous les messages que vous nous envoyez, donc ça nous motive bien à continuer. Merci à tous. Allez, merci, à très vite. Allez, bye à la bye. bise amigo, à bientôt. Ciao. Merci à tous ceux qui sont encore là d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Sans Limite jusqu'au bout. Abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à le partager, mais surtout, merci de mettre une note 5 étoiles avec un super commentaire pour aider à référencer le podcast, lui donner de la visibilité et nous motiver à continuer. Allez, à très vite.